Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde qui commencera donc le 21 novembre 2022. Donc on est actuellement à 1 an et 5 jours, donc c'est le moment pour faire un peu le tour des favoris, des joueurs qui vont s'affronter, des grosses équipes, des outsiders. Donc cette Coupe du Monde se déroulera au Qatar, donc de novembre à décembre. C'est un peu particulier parce qu'on a l'habitude bien évidemment que ce soit entre juin, juillet, août habituellement, mais vu qu'il y a le fuseau horaire au Qatar, ce sera au Qatar, donc dans des stades qui ont été construits spécialement pour cet événement. Donc ça va être une Coupe du Monde particulière, mais qui va, comme toutes les Coupes du Monde, être magique et apporter son lot de surprises. Comme premier favori, j'ai donc choisi le Brésil. Le Brésil déjà qualifié pour cette Coupe du Monde. Ils auront participé à toutes les Coupes du Monde. C'est quand même assez dingue. Le Brésil qui s'avance avec son attaque de feu, Neymar, Paqueta, Vinicius. Paqueta qui est un peu en retrait, notamment au milieu. En fait, l'attaque surtout Neymar, Vinicius, Jesus ou Rafinha ou même Gabigol. Avec Paqueta derrière, ça peut un peu se construire. Donc le Brésil qui a une bonne équipe, donc emmené par Tite, le coach bien évidemment. Le gardien c'est Alisson. Pour ce qui est de la défense, on a les deux compères du PSG, Silva Marquinhos, donc ça reste assez solide. Dans le jeu, c'est clair que sur les éliminatoires, ils sont passés facilement. On sait que c'est beaucoup plus simple de passer la zone Amérique du Sud que la zone Europe, mais ils sont quand même passés avec la manière. Ça va dépendre de beaucoup de choses en fait, cette réussite du Brésil, parce qu'ils ont des très bons joueurs, mais très jeunes, que ce soit Rafinha, comme j'ai déjà dit, Vinicius, Paqueta, Jesus. Pour la plupart, ce seront leur première Coupe du Monde. Et donc l'expérience doit venir bien évidemment de Thiago Silva et de Marquinhos, mais aussi de Neymar. Neymar qui, en fait, quand il est au niveau présent, est le facteur X de cette équipe. Mais quel Neymar on va avoir à la Coupe du Monde? C'est la question que tout le monde se pose. Si Neymar est au niveau, moi je pense que le Brésil peut voilà, espérer quelque chose. Mais alors c'est vrai que quand on voit la Copa América, la concurrence qu'il y a entre le Brésil, c'est Brésil-Argentine en gros en Amérique du Sud. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir venir se frotter à l'Allemagne, à la France? Moi je pense qu'ils sont moins forts que l'Allemagne par exemple, que la France, ou même que peut-être l'Espagne. Mais sur leurs individualités, ils peuvent faire la différence. Donc le Brésil sera comme toujours un des grands favoris, une équipe à suivre, avec Neymar, Vinicius et Paqueta. Comme second favori, donc toujours dans la zone Am Sud, qui ne s'est pas encore qualifié, mais qui devrait se qualifier sans trop de problèmes, c'est l'Argentine de Léo Messi, qui ici aussi quand même une équipe très très forte. Moi je la trouve plus forte que le Brésil, que ce soit offensivement avec Martinez, Messi, Di Maria, qui sont trois solutions, sachant qu'ils en ont d'autres, avec notamment Paolo Dybala ou des joueurs comme lui qui sont capables de percussion quand ils sortent du banc, même Sergio Agüero par exemple. Alors, on va voir avec sa blessure. Un milieu très solide qui marche bien ensemble, notamment De Paul qui est une vraie révélation, le joueur de l'Atlético, Paredes, Lo Celso qui sont deux ex-joueurs du PSG pour Lo Celso et Paredes toujours au PSG. Donc c'est un milieu qui n'a pas une énorme expérience mais qui est vraiment fort avec le ballon et même sans le ballon. Voilà, c'est plus la défense qui, je pense, peut poser problème pour cette équipe, avec des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau, soit Romero, Tamendi, Acuna, oui, mais les autres non, je pense. Le gardien aussi. Il y a trop de déséquilibre en fait, ce qui fait que cette équipe n'est pas homogène. Bah, quand tu vois l'attaque, Messi, Di Maria, c'est très très fort, mais derrière, je suis pas sûr que ça puisse réussir à suivre. Donc c'est quand même une équipe qu'il faudra suivre aussi. Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc il va vouloir tout donner pour l'Argentine. On sait très bien à quel point il aime son pays. C'est très important. L'Argentine qui sera au rendez-vous, c'est sûr. Voilà, on va voir. Parce qu'ils ont quand même un banc assez large. Le coach Scaloni, il a des bonnes idées. Voilà, faut voir ce que peut donner l'Argentine sur cette Coupe du Monde. Troisième favori, on va maintenant rentrer dans les favoris européen, donc comme toujours l'Allemagne, 4 Coupes du Monde à son actif, qui est en reconstruction avec Hansi Flick qui n'a pas perdu dans ses éliminatoires, qualifié très facilement. Ils ont une équipe qui n'a pas énormément changé par rapport à la Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire que Neuer est toujours là, la défense, Kerrer, Zule, Klostermann, avec Rome, c'est aussi assez similaire, même si Kerrer s'installe. Est-ce que Kerrer a le niveau de s'installer?
Le milieu de Kimmich Goretzka, c'est trop fort. C'est le milieu du Bayern, c'est très très fort. Et puis devant, Havertz, Müller, Gnabry, c'est très solide. Et le poste en fait qui pose problème, c'est le poste de Werner, qui n'est pas bon, faut se le dire. Sané peut pas jouer en numéro 9. Est-ce que Müller peut jouer en faux numéro 9? Est-ce que Havertz peut jouer en faux numéro 9 avec Sané sur le côté? C'est toutes les interrogations que se pose bien évidemment Hansi Flick. Hansi Flick qui est donc arrivé du Bayern et qui a mis le même système de jeu, c'est-à-dire son 4-2-3-1 avec Kimmich Goretzka au milieu, même si Gundogan ou Kroos peuvent jouer quand même. Vous vous rendez compte que Kroos est remplaçant dans cette équipe d'Allemagne pour vous montrer le niveau de l'équipe. L'Allemagne qui, s'ils sont sérieux et appliqués, doivent rouler comme d'habitude sur tout le monde. Mais c'est clair que là, c'est très fort au milieu et offensivement, mais la défense est friable. Ça peut se faire prendre en contre-attaque, notamment contre des joueurs rapides, comme Vinicius ou comme Mbappé. Donc cette équipe très très forte, qui va vouloir en découdre, parce que éliminée au premier tour lors de la dernière Coupe du Monde, qui fait un Euro quand même assez moyen. L'Allemagne il faudra faire attention à l'Allemagne qui peut s'énerver. En plus, le nouveau coach va apporter beaucoup de choses, parce que c'était Joachim Löw avant, jusqu'avant. Donc ça a beaucoup changé. Très grand favori, comment ne pas en parler, tenant du titre, l'équipe de France, qui donc est tenant du titre, je l'ai déjà dit, mais surtout revient d'un Euro raté, donc l'équipe de France qui est aussi qualifiée déjà, pour cette victoire 8-0 contre le Kazakhstan. Donc c'est une équipe, par rapport, si on veut comparer à 2018, qui a des forces différentes. En 2018, c'était vraiment une très grosse équipe défensive. Cette année, on a vu notamment avec Benzema, Mbappé, il y a plus de buts. On a vu même Coman contre le Kazakhstan. On peut peut-être voir d'autres changements, le changement notamment apporté par Théo Hernandez, la défense à 3, tout ça c'est des choses que Deschamps essaye de changer pour apporter autre chose vraiment à son équipe parce qu'il sentait que ça marchait plus. Alors est-ce que c'est Deschamps, hein? Est-ce qu'il le fera contre, par exemple, si on tombe contre l'Allemagne ou contre l'Argentine, c'est à voir, mais donc évidemment sur le papier la France fera partie des favoris, hein, quand tu dis l'attaque, le milieu Pogba, Kanté, avec devant Griezmann, Mbappé, Benzema, et puis la défense quand même assez forte avec les pistons. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui marche bien, mais il faudrait prendre un Jonathan Klaus ou un Moutielé au lieu de prendre Coman, qui n'est pas piston droit. Mais l'équipe de France sera au rendez-vous, c'est sûr. Ils vont être très solides parce que Deschamps va se mettre en mode commando, va tout faire. Il va mettre la recette nécessaire, ce qu'il n'avait pas fait en fait à l'Euro. Et cette équipe va être archi dure à éliminer, je pense. Mais elle est capable, on a vu, parfois, mentalement ou même physiquement, de baisser de régime. C'est ce qui s'est passé à l'Euro. Donc il faudra être sérieux et appliqué. Là aussi, un favori que j'ai mis dans la liste des favoris, même si il est vrai qu'on ne sait pas vraiment, c'est l'Italie qui n'est toujours pas qualifiée, donc ils vont jouer les barrages en mars. Ce serait énorme s'ils ne se qualifient pas parce que ça ferait 2 fois de suite, mais ça devrait aller. Mais bon, les barrages, il ne faut jamais s'avancer. Donc l'Italie qui a gagné l'Euro, je la mets dans la liste des favoris parce que c'est quand même l'équipe qui a gagné l'Euro, c'est une très grosse équipe avec des gros joueurs, mais à mon avis, c'est le moins bon des favoris que j'ai choisi parmi les 6. L'équipe est très forte en soi, Donnarumma, le milieu Jorginho, Barella, Verratti, mais la défense, c'est des vieux briscards qui valent sur une compète, ils peuvent pas jouer tous les matchs au même niveau. L'attaque, Immobilier, Insigné, c'est des bons joueurs, mais à part Chiesa, c'est quand même un problème de niveau. Et en fait, cette équipe a surperformé de malade à l'Euro, c'est-à-dire qu'ils ont tous été très très forts, bien plus forts, les Di Lorenzo qu'on connaissait pas, les Spinazzola. Et donc à la Coupe du Monde, c'est très dur de reproduire ça. On l'a vu même sur les éliminations ou sur la Ligue des Nations. En fait, c'est pas possible de surperformer tout le temps. Donc soit faut qu'ils se mettent tous à un niveau constant. Déjà, c'est la base. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont très jeunes, il n'y a pas d'expérience. Chiesa, Barella, il n'y a pas d'expérience. Donnarumma, Di Lorenzo, même s'ils sont forts, mais il n'y a pas d'expérience. Donc l'Italie qui sera une équipe pénible, je pense, si jamais ils se qualifient, mais qui ne pourra pas forcément viser un titre au bout, à part s'ils font le même coup qu'à l'Euro, c'est-à-dire qu'ils surperforment tout au long de la compétition. L'Angleterre, donc, qui a une équipe de fous. Franchement, je pense que peut-être avec la France, sur le papier, c'est la meilleure équipe. Mais le papier n'a jamais fait gagner une compétition, ça c'est très important de le savoir. Donc évidemment, ils ont une très grosse équipe avec Walker, Stones, Maguire, le milieu qui peut être avec plein de joueurs, hein, que ce soit Phillips, Rice, Chilwell, James.
Ça peut changer. Foden, Kane, Sterling. C'est les 3 attaquants sur le dernier match, mais tu peux mettre Grealish, Rashford, Emile Smith-Rowe, Jadon Sancho, Bukayo Saka. Il y a trop de noms en fait. Ils ont trop de très bons joueurs. Mais le problème, c'est que le coach n'est pas vraiment, il n'a pas l'ADN qu'il faut pour faire bien jouer cette équipe. Parce que cette équipe, tu la mets avec un Guardiola, mais l'équipe te gagne l'Euro très vite. Même la Coupe du Monde. Mais cette équipe, elle a besoin vraiment d'être portée par un joueur, soit Harry Kane, parce que le coach n'est pas vraiment capable de mettre quelque chose en place qui va aller transcender, comme on dit. Et donc, cette équipe très solide, qui va forcément être au rendez-vous, c'est l'Angleterre. Je pense qu'à part en 66, c'est là ils sont vraiment plus forts, ils peuvent regagner une Coupe du Monde. Ils sont très très forts depuis 2018, ils ont fait une bonne Coupe du Monde, ils font un très bon Euro, et c'est sur sa lancée, normalement ils ne devraient pas se ramasser je pense. Donc il va falloir compter sur l'Angleterre qui est une équipe très 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 très. Les outsiders de cette Coupe du Monde, il y en aura toujours, qui vont créer la surprise, qui vont bien jouer, qui vont faire plaisir à leurs supporters, c'est des équipes qu'on n'attend pas. Donc comme toujours, je pense qu'on peut mettre le Portugal qui n'est pas encore qualifié, mais qui ne fait jamais partie des favoris, voire très rarement, mais toujours des outsiders, et ça donne parfois des surprises, et parfois non. Bon, Santos, quand même, ça sent mauvais, mais il faut qu'il passe les barrages. Voir cette Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, mais avec Ronaldo au top, on ne sait jamais. L'Espagne, qui, quand même, moi je trouve, arrive à bien se reconstruire avec Luis Enrique, c'est-à-dire qu'ils étaient là, ils ont fait ça, et là ils sont en train de faire ça. Ça commence à remonter doucement. C'est une bonne nouvelle pour l'Espagne, qui est, je pense, au niveau, eux, par contre, pour faire quelque chose. La Belgique, comme le Portugal, qui fera partie des outsiders, ça dépend du niveau d'Hazard, du niveau de De Bruyne, du niveau de Lukaku. Faudra voir. Possible aussi la Belgique, toujours dans les outsiders. L'Uruguay, qui est la 3e nation en Amérique du Sud, derrière l'Argentine et le Brésil. Alors, c'est toujours la même chose. C'est du Cavani Suarez. Les joueurs sont très peu connus, ont très peu de niveau. Donc c'est peut-être l'équipe en Amérique du Sud qui fera le mieux derrière Argentine-Brésil, mais ça ne fera pas grand-chose, je pense. Et pour moi, le premier outsider, c'était l'outsider de cet Euro, et ça sera l'outsider de cette Coupe du Monde, parce qu'ils sont déjà qualifiés, ils sont qualifiés très tôt, ils ont une très bonne équipe. C'est le Danemark, franchement, ils transforment les matchs, la manière dont ils jouent, c'est vraiment une super équipe, et ils peuvent aller loin, parce qu'ils ont des principes qui très peu d'équipes ont, donc ça peut aller loin. Donc voilà, j'espère que ce petit tour des favoris et des équipes à suivre lors de cette Coupe du Monde vous aura plu. C'est donc dans un an et la hype va monter jour après jour, bien évidemment. Donc on se retrouve aussi avec le Ballon d'Or et la suite de la Ligue des Champions, bien évidemment. À bientôt.